Dans ce cours, ce que je vais faire, c'est vous présenter quelques modèles de groupe. Donc, pour faire suite à la discussion dans le cours précédent au sujet de la nécessité, peut-être au moins l'intérêt des fois de modéliser des groupes. Ici, on va regarder ça un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, comme je disais, ça va être un cours assez rapide. Euh, je vais vous montrer quelques exemples de modèles structurés en âge, des modèles avec une structure sociale et des modèles avec une hétérogénéité de pathogène. Et je vais mentionner brièvement l'analyse et la simulation de ce type de modèle en précisant que l'analyse et la simulation de modèles de groupe est assez similaire à l'analyse et la simulation de modèles en métapopulation. Et par conséquent, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus puisque j'explique bien en détail dans le cours sur les métapopulations comment faire. Donc je vous réfère à ces cours-là pour aller voir. Et enfin, je vais discuter un petit peu de quelque chose dont j'ai parlé dans le cours introductif sur les modèles de groupe au sujet de modèles, comment on pourrait adresser certains problèmes. Donc, j'appelle ça un exemple en direct. C'était un exemple que j'avais fait en direct lors du cours à N'Djamena. Ici, on est plus de 6 mois plus tard, alors que j'enregistre cette vidéo. Je n'ai pas fait progresser ça, mais à vrai dire, je veux peut-être ouvrir ça comme étant quelque chose que vous pouvez regarder pour vous amuser. Enfin, vous amuser, j'entends. Donc, comment formule-t-on un modèle de groupe? Alors, pour commencer, je vous explique un petit peu, je reviens là-dessus, mais là vraiment en tant que modélisateur. Le cours précédent, en fait, j'explique euh, pourquoi c'est important de considérer une, une hétérogénéité dans la propagation, mais ici, là, c'est vraiment le modélisateur qui parle, et donc, pardon, je dirais que euh, les modèles en EDO qu'on a utilisés jusqu'à présent dans ce cours, ils supposent que les comportements individuels sont les mêmes pour tous les individus dans une population. Et ça, on vient de le voir, enfin on l'a vu dans le cours précédent, c'est potentiellement une simplification un peu abusive. Et bon, dans les modèles en EDO qu'on a vu classiques, on peut quand même supposer qu'il y a des temps différents dans les compartiments, on peut jouer avec ça, mais les caractéristiques de tous les individus dans un compartiment sont les mêmes. Et la plupart du temps, on considère, par exemple, les susceptibles. Alors après, je vais pouvoir faire comme on a discuté dans le cours sur les temps de résidence. Je vais pouvoir, par exemple, segmenter mes compartiments de façon à avoir un temps de résidence qui soit plus réaliste. Mais n'empêche que je considère que tous les individus latents, par exemple, sont du même type. Et comme le point que j'ai fait dans le cours précédent, c'était de dire que euh, ben, par exemple, si vous regardez Covid-19, les groupes d'âge différents ont été affectés de façon différente. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? euh, Alors, les groupes, vous pouvez les utiliser pour toutes sortes de choses. Et là, c'est celle que j'ai déjà discutée, mais je vais rajouter, par exemple, l'hétérogénéité des hôtes. Donc, on a parlé de structure d'âge, on a parlé de structure sociale et l'hétérogénéité du pathogène dans le cours précédent. Mais on pourrait aussi parler de l'hétérogénéité de comportement des hôtes. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, même dans un groupe social précis, chaque individu n'a pas le même comportement euh, de façon globale. Donc on a des gens qui, par exemple, connaissent plus de gens que d'autres. Et donc ces gens-là, s'ils ont un cercle social plus étendu, ben, ils ont tendance à potentiellement infecter plus de gens. Alors je précise que ici je ne vais pas parler d'hétérogénéité spatiale, puisque l'hétérogénéité spatiale, j'en parle dans le cours sur les métapopulations suivant. Et comme j'ai dit il y a une seconde, enfin au début, je ne vais pas vraiment vous montrer comment on analyse ces choses, puisque de la même manière, c'est quelque chose qu'on peut faire assez similairement au modèle de métapopulation. Alors, pour commencer, des modèles structurés en âge. Alors, je vais commencer
en disant que ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément la meilleure solution, loin de là. Si vous pensez en termes d'utilisation des quadifs, et c'est-à-dire je pense que ce cours, l'une des choses sur lesquelles je veux insister, c'est vraiment le côté modélisation. Donc il faut bien comprendre les outils que vous utilisez pour modéliser. Les équadifs ordinaires, c'est pas la meilleure façon d'incorporer de l'âge. Je précise pourquoi. Parce que si vous faites des compartiments, eh bien, le temps de résidence, justement, on a vu dans le cours sur les temps de résidence, le temps de résidence dans un compartiment, c'est une variable aléatoire. Et donc, si par exemple je fais un compartiment pour les individus qui ont 1 an et un compartiment pour les individus qui ont 2 ans, et que je mets un taux de mouvement de l'un et de l'autre, les individus qui ont 1 an vont passer un temps dans le compartiment qui va être exponentiellement distribué. Alors que si vous y réfléchissez, un individu d'1 an, il va passer 1 an dans le compartiment des individus qui ont 1 an. Donc, il n'y a pas de distribution sous-jacente ici. C'est tout simple. Si une année vous êtes dans le compartiment des individus de 1 an, mais l'année suivante, vous devriez être dans le compartiment des individus de 2 ans. Donc, il faut bien être conscient de cette limitation. Une équadif ordinaire, si vous l'utilisez sur le long terme, c'est pas idéal pour représenter l'âge. Toutefois, si j'utilise les quadifs pour une période de quelques mois et que je ne m'intéresse pas vraiment au mouvement des individus d'une classe d'âge à l'autre, mais plutôt j'ai des classes d'âge et je m'intéresse à comment la maladie va atteindre une certaine classe d'âge, alors là, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites un modèle pour l'évolution à long terme d'une maladie dans une population, les quadifs ordinaires, ce n'est pas une bonne chose si vous voulez mettre de l'âge. Et en fait, là, je vais vous montrer une utilisation propre de l'âge. Et pour ça, il faut utiliser des équations dérivées partielles ou bien des équations à retard, mais les équations classiques, ordinaires, ne marchent pas. Ici, là, c'est un modèle de Zilan Feng, Wang et Carlos Castillo-Chavez. Et c'est un modèle SIS avec plusieurs groupes. Donc, c'est un modèle de groupe et en plus structuré en âge. D'accord. Donc là, il y a deux structurations. Il y a une structuration en âge, deux structurations de groupe. Il y a une structuration en âge, mais qui, elle, est continue. Et il y a une structuration en groupe qui est discrète. D'accord. Donc on a N sous-groupes. Et pour chacun de ces sous-groupes, on a une équation structurée en âge. Donc ça, c'est la forme classique d'une équation structurée en âge. L'évolution au cours du temps et pour un âge. D'accord. Donc S de I, c'est SS indice I, c'est le nombre de susceptibles. Et c'est une variable qui dépend, vous l'avez ici par exemple, qui dépend de temps et de l'âge. Donc l'âge ici est une variable continue. Le bon côté, ça va dans le mauvais sens pour moi. L'âge est une variable continue, d'accord, euh, qui décrit l'âge d'un individu. Ça commence à A égale 0 et ça va jusqu'à l'âge de la mort. D'accord. Donc ici, ce que vous avez, c'est une équation structurée en âge classique. Donc à part qu'ici, il y a deux compartiments. Donc ça, c'est le nombre de susceptibles, ça, c'est le nombre d'infectieux du groupe I. D'accord. Donc les groupes sont discrets. Et on voit que les individus sont soumis à une mortalité qui dépend de l'âge. Donc si vous êtes plus jeune, par exemple, si vous êtes très jeune, votre mortalité dépendant de l'âge peut être élevée, puis elle diminue, puis plus vous êtes âgé, plus votre mortalité augmente. Ça, c'est le terme d'infection sur lequel je vais revenir dans un petit moment, qui décrit comment les individus d'âge A au temps T sont infectés par les infectieux, d'accord. Et ça, c'est le taux de guérison. Vous voyez qu'il y a un mouvement de gamma I de A depuis les I vers les S, d'accord. Donc depuis cette équation vers cette équation, vous avez une mortalité des I aussi qui dépend de l'âge, et vous avez ce terme d'infection. Donc c'est un modèle très très simple, d'accord. C'est un modèle SIS, très très simple.
part que, bon, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué quand vous regardez la formulation elle-même. Donc, je vais me faire disparaître juste le temps de commenter ça. Donc, vous voyez ici, euh, voilà, ceci c'est le terme d'infection, c'est la force d'infection, d'accord? C'est comment les individus infectés de tous les âges différents interagissent avec les individus susceptibles des âges donnés. Et donc vous voyez qu'ici, la force d'infection pour les individus à l'âge A pour tous les I, c'est une fonction qui est... il y a ici un noyau d'infection, d'accord? Ça c'est pour, vous voyez, faites attention, ici c'est l'infection des individus dans le groupe I, d'accord? C'est les susceptibles du groupe I. Ils sont infectés par les infectieux du groupe I d'âge similaire et aussi, donc ça c'est un noyau, pas d'âge similaire, mais c'est un noyau qui vous dit comment les différents âges A influencent l'infectiosité. Et ici, vous avez aussi les contributions des autres groupes, parce que rappelez-vous, c'est un modèle aussi avec groupe, la contribution des autres groupes à l'infection des individus. D'accord. Donc, c'est un modèle qui est assez compliqué, et je précise mathématiquement, évidemment, l'analyse de ce type de modèle, c'est beaucoup plus compliqué que le modèle en équalif ordinaire. Euh, alors, il y a des conditions au bord et des conditions initiales, c'est un modèle en EDP, donc il faut ça. Les conditions au bord, donc ça, bon, on va commencer par les conditions initiales. Les conditions initiales ici, c'est le nombre initial de susceptibles et d'infectieux au temps zéro, d'accord? Et on décrit, on a une distribution des individus selon les âges. Donc ça, c'est simplement, par exemple, si vous avez une pyramide des âges, vous pourriez prendre la pyramide des âges pour paramétriser ces fonctions. Et ici, c'est les conditions au bord. Donc ici, ça vous dit, c'est le taux de naissance. D'accord. Donc, le taux de naissance d'individus au temps t, les individus qui rentrent à l'âge zéro, bien on les calcule comme ça. Ok, donc on calcule, ici vous avez, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine proportion des individus qui naissent non infectés et une certaine proportion des individus qui naissent infectés. D'accord. Et donc ça, c'est le taux de naissance. Et vous voyez que le taux de naissance concerne tous les individus. Ok, j'intègre de 0 à oméga, oméga étant l'âge. Ok, enfin, c'est la variable sur laquelle je regarde l'âge. Donc, j'intègre DA. Et donc, vous avez ici le taux de naissance fois le nombre d'individus susceptibles, plus un facteur fois le nombre d'individus infectés, puisque le nombre d'individus infectés peut aussi contribuer avec ce facteur-là, d'accord, à la naissance d'individus infectés. Donc, la naissance dans le modèle, il y a une certaine composante, une certaine partie de la naissance qui se fait pour les individus non infectés, et le Q, c'est la fraction des individus infectieux qui transmettent l'infection au nouveau-né. D'accord. Le nombre de reproductions élémentaires, bah, évidemment, comme je disais, c'est un modèle en équation différentielle aux dérivées partielles, donc c'est un peu plus compliqué. Le nombre de reproductions élémentaires se calcule comme ceci, d'accord? Donc ici, vous avez l'exponentielle, rappelez-vous, mu i, c'est le taux de mortalité dans le groupe I pour les individus d'âge taux. Ici, j'intègre de l'âge 0 à A, d'accord? Mais l'âge taux. Et je prends l'exponentielle de moins ça, je multiplie par le taux de naissance et j'intègre sur tous les âges possibles de 0 à oméga. Donc ça, c'est le taux de reproduction élémentaire. Ils obtiennent des résultats de stabilité globale. Euh, Évidemment, comme fréquemment avec une EDP, ben, il n'est pas possible de faire grand-chose avec le modèle dans toute sa splendeur.
et donc il simplifie pour faire avancer l'analyse. Et il y a pas d'analyse numérique computationnelle des solutions ici. Mais c'est alors voilà. Donc, si vous voulez faire de la structuration en âge proprement, c'est comme ça qu'il faut le faire, avec ce genre de modèle. Maintenant, pour la voie des équations différentielles ordinaires, qui est plus facile mathématiquement et computationnellement aussi, c'est moins satisfaisant, bien sûr, mais vous utilisez en l'état. Comme je faisais remarquer avant, euh, par contre, il faut être conscient du fait que si vous utilisez ce genre de modèle pour ce genre de problème, eh bien, vous faites une erreur. Vous savez dès le départ que vous faites une erreur et qui n'est pas importante si vous regardez des temps courts, mais qui peut devenir un problème si vous êtes sur des temps longs. Voilà. Donc, je ne vous ai pas montré au passage, mais on en verra. D'accord. Maintenant, pour une structure sociale, comment on fait ça? Alors là, je vous présente un modèle de plusieurs personnes, donc Baroglese, Langlois, Classen, Long et Michael Lee, qui date de 2014 et qui concerne la tuberculose dans la population canadienne née à l'étranger. C'est quelque chose que je mentionnais dans le cours introductif sur la structuration. La population canadienne grandit tous les ans d'un certain nombre de gens. L'immigration est assez forte ici. Et dans les gens qui rejoignent le pays, il y a des gens qui viennent de lieux avec des prévalences et des incidences de tuberculose beaucoup plus élevées. Et l'un des trucs intéressants qui a été remarqué euh, par les autorités de santé publique assez vite, c'est que les gens qui arrivent et qui auraient une tuberculose latente, très fréquemment, ils développent et ça a été remarqué aux États-Unis également, ils développent une tuberculose active dans les premières années de leur séjour. C'est-à-dire que s'ils arrivent et qu'ils sont latents, euh, assez vite, ils vont passer en actif, ou bien ils vont rester latents. D'accord. Mais la plupart des. S'il y a passage, s'il y a activation de la tuberculose, ça va avoir lieu très vite. Et donc le modèle ici va regarder cette caractéristique et veut étudier plusieurs mécaniques de test. Donc le modèle, il est enfin, il est simple et pas simple en même temps. Donc c'est le genre de modèle qu'on a vu précédemment pour la tuberculose. Je vous ai montré un modèle il y a quelques temps dans le cours sur là où j'ai rajouté quelques modèles en plus, le cours 11. J'ai montré par exemple le modèle de Van Dendrich et McCloskey et Van Dendrich. Euh, Ici, vous avez un modèle un peu similaire. Donc, vous avez des individus qui sont euh, pardon, qui sont donc eux, c'est les gens qui sont arrivés récemment. Je l'ai ici, ok. Donc eux, c'est les gens qui sont arrivés il y a 2 ans. M, c'est les gens qui sont là depuis 2 à 5 ans, 3 à 5 ans, pardon. Et long, c'est arrivé récemment, arrivé depuis un temps moyen, donc 3 à 5 ans, et arrivé depuis longtemps. Et ensuite, il structure aussi, vous voyez qu'il y a des indices ici, pardon. Donc, T, c'est le nombre d'individus qui ont développé une tuberculose active. Et enfin, les indices I, là, correspondent au groupe de risque des pays. Vous vous rappelez que je mentionnais plus tôt dans le cours sur le cours introductif qu'il y a plusieurs groupes de pays en termes de prévalence et incidence de la tuberculose qui contribuent des immigrés au Canada. Et donc ici, les I dépendent en fait du nombre de cas dans le pays d'origine. Et ce que vous avez, c'est un modèle. Donc il va y avoir 4 valeurs de I, non, 3 valeurs de I, pardon, 3 valeurs de I différentes.
et euh, des, un ensemble de réplications de ce modèle. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de copies du même modèle où tout le monde se met ensemble. Je vais là vous présenter brièvement un modèle où nous on a regardé aussi une structuration. Ici, la structuration, c'est par rapport aux variants. Donc, la question qu'on avait ici, c'était que se passe-t-il lorsque on introduit un nouveau variant dans une population où un variant N, un variant O est déjà en circulation, et on met un nouveau variant N, et on essaie de savoir ce que ça implique en termes de dynamique. Et donc là, c'est pareil, de la même manière que dans le modèle de Lie, Barugese-Lie, ce que vous faites, c'est que vous copiez le modèle. Okay, donc là, j'ai deux copies strictement identiques. Je ne sais pas pourquoi mon appareil ne me suit pas vraiment. J'ai deux copies strictement identiques d'un modèle, sauf que évidemment les indices ne sont pas les mêmes. Et ce qui se passe, c'est que j'ai des susceptibles qui sont accessibles, qui sont en commun à tout le monde. Et ensuite, selon qu'ils sont infectés par des gens qui sont résidents, donc résident, c'est le variant qui est déjà là, et nouveau, c'est le nouveau variant qui arrive. Selon qu'ils sont infectés par des individus ici ou là, eh bien, ils vont dans ce modèle ou dans ce modèle. D'accord. Et en fait, c'est la force d'infection, la fonction d'incidence, qui couple ça. C'est-à-dire que si vous voyez ici, j'ai une force d'infection phi x pour les variants d'origine et les nouveaux variants. Et ce que je mets, c'est une fonction ici, je vais me faire disparaître. J'ai ici une fonction qui, pour O, donc les variants d'origine, ou N, les nouveaux variants, décrit l'influence des différents compartiments. Donc ici, X, ça peut être O ou ça peut être C, d'accord. Donc ici, vous voyez, ça c'est la force d'infection des individus qui sont avec le variant d'origine. Ici, ça va contribuer à la force d'infection des gens avec le nouveau variant, d'accord. Et en fait, la force d'infection auquel est soumis un individu euh, S ici, c'est la somme de ces deux. Et selon les cas, ben, il va soit être infecté ici et venir ici, soit être infecté ici par le nouveau variant et venir ici. Et en fait, c'est toujours intéressant quand vous avez un modèle en groupe, d'essayer d'identifier les différentes composantes du groupe. Et donc là, je vais... oups, je vais me mettre en petit. Toujours intéressant d'essayer d'identifier qui contribue à l'infection, par exemple. D'accord. Donc ici, on peut regarder ce qu'on a fait. Ce qui nous intéressait ici, c'était la contribution des cas venant de l'extérieur à la propagation. Et donc, on a rajouté encore un groupe différent pour dire, ben, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont le nouveau variant, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont le variant d'origine, et il y a aussi de la propagation qui a lieu au sein du groupe, de la population, d'accord. Et on aimerait savoir qui contribue à quoi. D'accord. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place cette chose qu'on appelle une couche d'importation. Et donc maintenant, on a quatre groupes. On a le nouveau variant dans la communauté, nouveau variant, le variant d'origine dans la communauté, et on a aussi les groupes d'importation qui vont contribuer. Donc, ici, vous avez un modèle qui devient encore plus gros. Ce que vous voyez ici, c'est les deux modèles du centre, les deux groupes de modèles au centre
sont ceux que je vous présentais avant, mais en plus sur les côtés, là, je mets, alors ici par exemple, vous avez la couche d'importation pour le variant d'origine, d'accord, le variant résident. Et donc ici, j'ai des gens qui viennent de l'extérieur, qui se joignent à la population, mais je les garde séparés, d'accord, de la population elle-même et de la population des nouveaux variants, d'accord. Et ça veut dire que ici, dans ce compartiment-là, je peux aussi savoir comment les gens dans ce compartiment infectent tous les autres et contribuent à cette propagation pour les différents compartiments. D'accord? Donc, c'est une espèce d'artifice comptable qui me permet de vraiment compter ce qui se passe et qui me permet de dire en particulier, bien ben voilà, ça c'est mon taux d'importation de cas de l'extérieur. Ça, c'est les gens qui sont venus de l'extérieur et qui participent à la propagation. Leur influence sur l'apparition de résidents, de variants, euh, de cas du variant résident, je peux la quantifier. D'accord? C'est quelque chose qui permet, là, l'introduction de cette structure de groupe additionnelle permet de compter des choses qui sont d'intérêt pour nous. Et donc ici, les choses deviennent euh, un peu plus compliquées encore, c'est-à-dire qu'ici, j'ai la force d'infection, par exemple pour le variant d'origine, eh bien, elle est composée de deux composantes. La force d'infection, oups, ça devrait être C ici, pardon, ça devrait être C. Euh, c'est la force d'infection pour les importations, plus la force d'infection dans la communauté. D'accord? C'est le C, le I et C ici. Ici, ça devrait être un C. Je corrigerai ça sur les transparents. Et donc, en fait, la force d'infection, c'est la somme des différentes forces d'infection. Donc, elle a quatre composantes ici. O pour les nouveaux, les origines, N pour les nouveaux, et I pour les importations, et C pour la communauté. Et puisqu'on peut compter ces choses-là séparément, mais on est en mesure de quantifier la contribution des différents groupes à l'infection qui a lieu dans la communauté. Euh, Ici, là, je vais vous montrer un modèle de Guo, Lee et Shuai. C'est le même Lee qu'avant, hein, Michael Lee de l'Alberta, euh, qui date de 2012. Et là, c'est un modèle, quand je parlais des différentes choses qu'on peut voir dans un modèle ici, l'une des sources d'hétérogénéité qui pourrait conduire à des modèles de groupe, c'était l'immunologie. Ici, là, vous avez un modèle de VIH qui étudie l'évolution, pas l'évolution, je devrais dire, qui étudie la dynamique de la propagation, sachant que selon la charge virale que, qu'un individu HIV, VIH+, a, son infectiosité et sa symptomaticité peuvent changer. D'accord? Donc, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Ici, le modèle est, oh, ben, justement, si, c'est ça que je vais faire. Le modèle est de la forme suivante. Donc, vous avez les susceptibles. Et ici, vous avez une structuration. Alors, vous vous rappelez que lorsque je parlais des temps de résidence, j'ai montré comment on pouvait utiliser les temps de résidence, découper les choses pour décrire des temps de séjour différents, ou les temps de séjour par exemple gamma ou Erlang. Ici, c'est pas la même chose. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des charges virales différentes. Donc, on a une population susceptible S, et ensuite, on a des populations infectieuses I. D'accord? Et ces populations infectieuses, elles ont des charges virales différentes. Donc I1, ça va être le nombre d'individus dans la population dont la charge virale est entre 0 et 10,
je sais pas, je prends des nombres au hasard, mais vous voyez l'idée. I2, ça va être le nombre d'individus dans la population dont la charge virale est entre 10 et 20, etc. Et donc, selon les traitements, si par exemple, si on considère que les petits i, c'est les charges virales basses et les grands i, les grands indices ici, c'est les charges virales hautes, bien selon le traitement va vous permettre de diminuer votre charge virale, donc vous allez aller vers la gauche, tandis que l'absence de traitement ou l'évolution de la maladie va vous faire aller vers la droite. D'accord. Et il peut y avoir aussi des progressions plus rapides où vous allez d'une charge virale très basse à une charge virale élevée, etc. Donc il y a tout un ensemble de mouvements qui sont possibles entre les différentes classes de charge virale. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la force d'infection ici, elle est, elle dépend de S, d'accord, bien sûr, mais aussi de la classe du compartiment d'infectiosité dans laquelle on est. D'accord. Donc ici, vous voyez que, et ça va changer selon. C'est-à-dire que par exemple, un individu qui a une charge virale très très basse a une infectiosité très très basse, et donc J de S, G1 de S et de I1 pourrait être presque nul, alors que quelqu'un qui a une charge virale très élevée, disons qui est en IN, pourrait être beaucoup plus élevé. D'accord. Donc voilà. Alors, comme j'ai déjà dit, pour analyser les modèles de groupe, je vais juste mentionner quelque chose que je trouve assez intéressant. Euh, c'est encore Michael Lee, oh, pas Lou et Shuai, c'est Lee et Shuai. Ici, j'ai pas mal de typos, de coquilles sur ces transparents, je m'excuse. Donc, c'est un modèle de Lee et Shuai. Euh, c'est une méthode qu'ils ont développé qui permet d'utiliser des fonctions de Lyapunov classiques, mais sur ces modèles de groupe. Parce que donc, ce que vous devez retenir de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est que dans un modèle de groupe en équalif ordinaire, ce qu'il y a, c'est qu'on a un grand nombre de réplications de modèles. Ce qui est important, la grande différence entre les modèles en métapopulation, qui sont l'objet du cours suivant, et les modèles de groupe, qui sont l'objet ici, c'est que dans une métapopulation, la propagation a lieu dans chaque lieu. Et elle est indépendante de la propagation qui a lieu dans les autres lieux. Dans un modèle de groupe, la propagation, typiquement, le F, l'incidence, F de S et de I, elle regroupe tous les I différents qui sont présents, ou tous les S différents qui sont présents. D'accord. Donc on met tout le monde dans le même pot, parce que c'est quand même une seule population, mais qui est sous-divisée. Donc la méthode que je mentionne ici, c'est une méthode de Lee et Shuai qui permet d'obtenir des propriétés de stabilité globale, asymptotique globale de modèles, typiquement en groupe. Ça marche aussi pour certaines métapopulations, mais en particulier pour les groupes, ça permet d'obtenir des résultats. Et donc là, vous avez bon, j'explique très brièvement la chose. Là, ici, par exemple, ils ont une fonction de Lyapunov qui est assez classique, la fonction de Lyapunov dite de Go, euh, qui est assez classique en écologie. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent cette fonction de Lyapunov, mais sur chacune des copies du groupe, enfin, chacun des groupes, et leur résultat permet de passer d'un ensemble de fonctions de Lyapunov à une fonction de Lyapunov qui est valable effectivement pour tout le modèle. Et bon, pour le reste, je vous renvoie à l'analyse en métapopulation qui est assez similaire. Pour les modèles de groupe en simulation, ben c'est un peu pareil. La, Les méthodes sont similaires aux méthodes utilisées dans les métapopulations. Donc, pour dire juste deux mots euh, sur ça, ce qui est important dans les modèles de groupe ou les modèles de métapopulation, dans les deux cas, lorsque vous simulez, c'est de prendre en compte
Dans les deux cas, vous avez une structure algébrique, matricielle du système. Et quand vous utilisez des notations matricielles ou vectorielles pour la simulation, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et là, je vous réfère donc au cours sur les métapopulations où les méthodes utilisées sont les mêmes. Mais de la même manière que là, en gros, vous allez vous en sortir facilement si vous utilisez, vous tenez, vous faites vous capitalisez, disons, sur la structure matricielle du problème. Et voilà. Et voilà, alors le dernier exemple que je voulais faire, c'était pour montrer un peu comment le processus de pensée qui nous amènerait à une structure de groupe. Donc, pour expliquer, donc j'appelle ça un exemple en direct. Alors je précise encore une fois, je l'ai dit au début, c'est pas vraiment en direct. C'était en direct quand j'ai fait mon cours à N'Djamena. Là, c'est plus en direct, mais les idées sont quand même importantes et dans un sens, c'est peut-être un exercice intéressant pour des étudiants qui suivraient ce cours. Euh, Comment faites-vous ce genre de choses? Donc la question là, ce qui se posait, c'était que euh, le Covid-19 semble avoir, dans une grande mesure, épargné l'Afrique. Euh, et la question, c'était, bon, mais quelles sont pour quelles raisons est-ce que c'est le cas? Donc, on peut attribuer ça à plusieurs choses, et il y a probablement, de toute façon, de multiples facteurs qui influencent ça. Euh, mais on pourrait dire, bon, peut-être le climat. Effectivement, on sait que, par exemple, la grippe se propage d'autant plus dans les périodes. Alors, elle se propage toujours en tache en filigrane, disons, dans les régions intertropicales. Donc là, c'est pendant toute l'année. Par contre, dans les régions hémisphériques, donc hémisphère nord, hémisphère sud, elle se propage plus pendant l'hiver. Donc, il peut y avoir une influence du climat qui n'est pas le même en Afrique. Enfin, bon, l'Afrique a une variété de climats différents, mais c'est quand même assez différent de, disons, le climat comme au Canada, quoi qu'il arrive. Donc, ça pourrait être des raisons. Peut-être une meilleure immunité. On a une population qui est soumise à des pathogènes euh, euh, que nous, on n'a pas autant. Et donc, il y a des gens qui ont un système immunitaire probablement plus compétent que le système immunitaire de gens qui vivent dans des lieux où le système immunitaire est très peu sollicité. Euh, Moi, ce que je vais regarder là, c'est vraiment, enfin, ce que je vais discuter brièvement ici, c'est le fait qu'en fait, l'une des choses qu'on voit très rapidement, et j'en ai parlé dans le cours introductif, c'est qu'on a des distributions d'âge qui sont très différentes des distributions d'âge qu'on a dans l'Ouest, entre guillemets. Et il se trouve que là, on a une maladie, la Covid-19, qui a touché principalement les personnes plus âgées. Donc, comment on attaquerait ça? Euh, alors, ici, je disais, c'est de la modélisation directe, quasi directe. Donc, le processus de modélisation est important. Donc, quand vous formulez un modèle, vous pourriez mettre tous ces facteurs que je mentionnais avant dans votre modèle. Le seul problème, c'est que quand vous faites ça, vous allez, c'est-à-dire vous mettez un ensemble de facteurs dans un modèle et vous ne savez pas quels sont les effets de ces différents facteurs. Vous pourriez procéder à une analyse de sensitivité où vous essayez de voir lequel des facteurs joue le plus de rôle, mais souvent, à part si vraiment vous y réfléchissez de façon très posée et que vous avez des mécanismes très différents d'interaction, c'est-à-dire des termes mathématiques qui sont vraiment différents. À part si vous avez ça, l'influence des différents paramètres, elle va pas être très très différente. Donc si par exemple j'ai eu un compartiment
et j'ai un taux de sortie linéaire, donc per capita moins dx, et un autre taux de sortie par capita moins fx, disons. Si ces deux taux, si c'est pas des fonctions et que c'est juste une différence de taux, c'est compliqué de dire en quel sens ils vont interagir. Donc, en gros, quand vous faites de la modélisation, c'est souvent intéressant de commencer par un problème bien précis, d'étudier les contributions des différents processus, et pour ça, de commencer par chaque processus en isolation des autres. Donc comprendre comment un processus agit et ensuite ajouter un autre processus. Ou à vrai dire, comprendre comment un processus agit, comprendre comment un autre processus agit, et puis après peut-être les mettre ensemble. Mais sinon, on perd de la compréhension du système. Alors, j'ai montré ces pyramides des âges déjà dans le cours introductif. Voici à gauche, vous avez la pyramide des âges du Canada, à droite, vous avez la pyramide des âges du Tchad pour 2019. Vous voyez que ces pyramides des âges sont extrêmement différentes. D'accord. Donc, si vous regardez la pyramide des âges du Tchad, vous avez, comme je disais, je pense que si je me souviens bien, l'âge médian au Tchad est en dessous de 18 ans, c'est 17 ans et quelques. Ça veut dire que plus de 50% de la population a moins de 18 ans, alors que ce n'est absolument pas le cas au Canada. Le Canada est un pays beaucoup plus vieux. Et donc, comme on a une maladie, la Covid, qui affecte principalement les populations âgées, eh bien, naturellement, on peut se poser la question, que dirait un modèle à ce sujet? Donc, pour la modélisation, on va dire, bah, on va faire un SLIAR, donc un modèle très simple. Euh, on va stratifier par âge, mais je précise, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce cours, je ne travaille pas sur une longue période de temps. Donc je ne vais pas vraiment me préoccuper de savoir comment les individus vont bouger d'une classe d'âge à une autre, d'accord? Parce que je les regarde sur un intervalle de temps qui est suffisamment court pour que ça ne soit pas vraiment le problème principal. Mon problème principal, c'est comment chaque classe d'âge va être affectée. Donc, je suppose qu'il y a ces classes d'âge et j'utilise un modèle comme je vous ai montré dans les modèles épidémiques. Je crois que c'est le cours 10. Euh, donc, si je suppose que toutes les classes d'âge sont, enfin, pour une classe d'âge donnée, disons, qui ne se mélange pas avec les autres, je vais utiliser un modèle SLIAR. Je vais présenter ce modèle-là. Donc, c'est un modèle SLIAR ici où l'infection n'est pas transmise par les individus latents, mais seulement les individus infectieux et les individus asymptomatiques. D'accord. On a un modèle donc sans mélange, on a un nombre de reproductions élémentaires qu'on peut calculer, je l'ai déjà fait dans le cours précédent, enfin le cours 10. On a une relation de taille finale. Et maintenant, on découpe en classes. Pour la découper en classes d'âge, c'est facile. Je mets simplement des indices. I va être les individus dans la classe d'âge I, qui peut aller de 1 à C. J'ai pris ces classes d'âge. Elles n'ont pas besoin d'être homogènes, hein. C'est-à-dire que je peux par exemple prendre les enfants de moins de 18 ans, les adultes jeunes et les adultes vieux. Rien ne me dit que je dois prendre des classes d'âge cohérentes au niveau de la taille, euh, parce que, encore une fois, je ne m'intéresse pas à l'évolution à long terme de la chose, donc je ne suis pas en train d'essayer de déterminer quel est le taux de mouvement depuis la classe des gens qui ont moins de 18 ans vers la classe des gens qui ont entre 18 et 25 ans, par exemple. Là, je prends une diapositive, je prends une photo de la population à un moment donné, je répartis ma population dans les différentes classes d'âge et je regarde comment ça se passe. D'accord. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre un indice I pour dire que chacun des paramètres peut être différent selon la classe d'âge. Et ça, par contre, c'est important. C'est-à-dire que quand vous regardez ici
Là, par exemple, les taux de mouvement depuis les différents compartiments. Ici, état, c'est par exemple le taux de guérison des individus asymptomatiques. Alpha, c'est le taux de guérison des individus infectieux, symptomatiquement infectieux. Ces taux-là vont grandement varier selon la classe d'âge. Et effectivement, aussi le FI qui représente, rappelez-vous ici, FI, c'est le pourcentage d'individus, la fraction des individus qui quittent la classe I, qui guérissent ou qui meurent. Donc 1 moins FI, c'est la proportion des individus qui meurent. Et donc FI ici, c'est là où vraiment, si je pense en termes de mortalité, quel va être le profil de mortalité comparé de ce que j'observe au Canada et de ce que j'observe au Tchad. Ce FI va être très différent, enfin, va être le même pour les différentes classes d'âge, mais c'est là où la taille de la classe d'âge va être importante. D'accord. Mais le FI va varier énormément, c'est-à-dire que par exemple, le taux de mortalité 1 moins FI, la proportion des cas qui meurent des cas infectieux symptomatiques qui meurent va être beaucoup plus grand pour les classes d'âge élevées que pour les classes d'âge faibles, jeunes. Force d'infection, ben là, j'en ai que une. Elle s'applique à tous les SI. Et en fait, si je raisonne sur un SI, ben, je vais avoir que un individu susceptible, enfin les individus susceptibles dans la classe d'âge I, ils sont soumis à une force d'infection venant des différentes classes d'âge qui est comme ceci. D'accord. Donc vous avez une somme de l'effet de toutes les infections dans les différentes classes d'âge sur une classe d'âge donnée. Et ça, c'est quelque chose dont je parlais dans le cours introductif. Vous rappelez qu'il y a un who acquires infection from whom, et là, vous l'avez encodé en pratique ici, dans le sens, euh, dans le sens où les classes d'âge n'interagissent pas forcément de la même manière entre elles. C'est-à-dire que les enfants vont interagir surtout avec les enfants, pas forcément autant avec les adultes. Ou les personnes âgées vont interagir plutôt avec les personnes âgées, etc. Alors, voilà, bon, ici, j'avais pas mis, je l'ai pas noté, mais si, par exemple, et ça, c'est encore un problème ça revient à ce que je disais quand je parlais du modèle en groupe, avec un compartiment d'importation, la couche d'importation. D'accord, ici, l'idée est la même, c'est-à-dire que si je m'intéresse à la mortalité, par exemple, eh bien, il faut que je compte combien il y a d'individus qui meurent. C'est pratique pour ce faire d'avoir un compartiment dans lequel je mets les individus décédés. C'est-à-dire que là, si vous regardez ce modèle ici, je n'ai pas de compartiment, j'ai juste un flux qui sort. Ça correspond aux gens qui quittent les compartiments des symptomatiques, des infectieux symptomatiques et qui meurent. Mais je ne les mets pas quelque part. Mais en pratique, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette un compartiment ici. Et ce compartiment me permettra de suivre le nombre d'individus décédés au fur et à mesure du temps. Pour pas cher, d'accord. C'est-à-dire que si je mets un compartiment D ici, je vais savoir combien d'individus sont décédés, ça devrait être DI ici. Je devrais savoir combien d'individus sont décédés dans le compartiment d'âge. Donc, voilà, bon, ici, j'ai pas oublié l'indice. Donc, le modèle complet, c'est ce modèle-là, où ici, je compte le nombre d'individus infectieux, décédés, pardon. Et si c'est ça qui m'intéresse, quelle est l'évolution du nombre de décès et comment est-ce que ça change selon les cas, ben voilà, il me suffit de regarder DI de T pour savoir combien d'individus dans la classe d'âge I sont morts au temps T.
Pour analyser ce genre de modèle, c'est un modèle épidémique, d'accord? C'est pas un modèle endémique, il n'y a pas de nouvelle population qui apparaît. Donc la méthode du coup, je crois que c'est le 7, je me suis peut-être trompé le nombre, mais la méthode d'analyse des modèles épidémiques marche. Et on pourrait utiliser ça, enfin on peut utiliser ça. Ici, on aurait, alors rappelez-vous que les susceptibles, il y en a I. Euh, donc on a C compartiments susceptibles, on a 3C compartiments infectés, on a des compartiments guéris. La matrice D, on peut la calculer assez facilement. Et on pourra calculer le nombre de reproductions élémentaires, on pourra calculer également la taille finale de l'épidémie pour le modèle en entier. Et en pratique, après, on ferait une étude computationnelle. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas fermé cette étude. C'est un exercice d'école, disons. Vous pouvez vous amuser avec ça. Et donc, pour les figures, vous pouvez aller ici. Normalement, on devrait... Voilà, donc ça, c'est ce site web vous permet de récupérer les pyramides des âges. Les données sont accessibles, hein, elles sont, vous voyez, vous pouvez les sortir comme ça, et puis vous choisissez ici le pays que vous voulez ou le groupe de pays que vous voulez. Euh, les probabilités en fonction de l'âge, là vous avez effectivement par exemple ici, vous voyez le nombre de morts par le groupe d'âge. Donc, vous avez 350 fois plus de chances de mourir si vous avez plus de 85 ans que si vous êtes dans le groupe des 18 à 29 ans. Et donc, vous pouvez paramétriser vos fonctions de mortalité, donc les FI, en utilisant ça. Et voilà. Et donc, je finirai là. Peut-être que dans une version future, je vous mettrai l'analyse elle-même, mais elle est assez facile. Et comme je disais, je pense que c'est peut-être un bon exercice. Et si vous faites quelque chose avec ça, ben, n'hésitez pas à m'envoyer pour me montrer ce que vous avez fait. Voilà.